Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver toujours au cœur même de la Foire internationale de Metz. On poursuit un petit peu les activités, mais rassurez-vous, on parlera bien sûr de l'actualité des jeunes. Je vous propose sans plus tarder de découvrir le programme de ces 26 prochaines minutes. Dans notre chronique santé, on fera un focus sur le cancer chez les jeunes. Et oui, ça touche tout le monde. Et vous le verrez également que le cancer du sein n'est pas simplement réservé aux femmes et que le dépistage, lui, est conseillé dès le plus jeune âge, soit à peu près la vingtaine. Caroline, elle vient de rémission d'un cancer du sein à 30 ans. Sa vie a littéralement bousculé quand elle a appris son diagnostic. Son témoignage sera à découvrir dans un instant. Il sera également question d'évoquer le Fudge, c'est le festival du film universitaire du Grand Est. Il commence demain et il s'y poursuit jusqu'au 15 octobre. On vous présente l'intégralité de son programme. Puis dans notre esprit d'artiste, on accueillera l'équipe du long métrage Highwayman Bloodlust, sorti prévu le 19 octobre prochain au cinéma de Sarreguemines. Les gangsters sont de retour. Voilà un petit teaser de ce qui nous attend en fin d'émission. Mais commençons sans plus tarder avec notre chronique santé. C'est parti. Et cette semaine, on va évoquer le cancer chez la jeune génération ou les jeunes adultes, si on préfère. Le cancer qui est la troisième cause de décès chez cette population après les accidents et les suicides. Et pour en parler avec nous, le docteur Poujoie, gynécologue obstétricienne au CHR de Metz-Thionville. Bonjour docteur. Bonjour. Une première question pour débuter. C'est quoi concrètement le cancer ? Alors le cancer du sein, donc c'est le premier cancer en France de la femme, donc très fréquent dans la population, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes. Donc le cancer, c'est une multiplication de cellules anormales qui conduit à différentes pathologies qu'on traite en fonction des cancers, donc différemment. On m'a toujours dit que finalement le cancer, on l'avait tous un petit peu en soi, mais qu'il ne s'est pas, il se développe ou pas chez certaines personnes, c'est bien ça ? C'est plutôt tout le monde, on a tous des cellules, et après c'est une multiplication anormale par différents phénomènes, soit génétiques, environnementaux, et en fait ça peut arriver, donc ça peut toucher tout le monde effectivement. Est-ce qu'il y a un âge est-ce qu'il y a un âge disposé pour avoir un cancer ? Est-ce qu'on a des moyennes aujourd'hui ? Est-ce que tout le monde peut être touché finalement ? Tout le monde peut être touché par le cancer, et particulièrement donc le cancer du sein qui peut toucher toute la population, des plus jeunes et des moins jeunes. Et les moins jeunes. Quels sont les cancers les plus fréquents chez la jeune génération ? La jeune génération en général ou dans En général, d'une manière générale. Après, chez les jeunes, c'est plutôt tout ce qui est cancer du sang, toutes les hémopathies, et puis effectivement, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, le cancer du sein. Alors, on va questionner un petit peu nos autres invités qui sont avec sur notre plateau. Est-ce que vous avez l'information que finalement, à 20 ans, à 25 ans, on peut justement attraper un cancer Thomas, Mathieu, est-ce que vous avez cette information ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que c'est des sujets qui vous préoccupent justement au niveau de votre santé ? Alors moi, c'est vrai que je connais quelqu'un justement qui est jeune, qui a eu aussi un cancer. Alors, je ne sais plus si c'est vraiment le cancer du sein. Ouais, je pense que ça peut arriver à peu près à tout âge, je dirais. Donc il faut faire très, très, très attention. Docteur, vous mettez un point primordial sur finalement la prévention. On va parler du dépistage par la suite, mais il faut prévenir finalement que le cancer peut arriver chez tout le monde. Oui, tout à fait. On pense toujours que ça arrive en général chez les autres ou alors chez les plus vieux, mais c'est important de se faire dépister au plus tôt. Donc nous, on conseille en général la première consultation chez la sage-femme ou le gynécologue, on va mettre un cut-off de 25 ans, parce que c'est la date du premier frottis, donc les premiers contacts. Après, et donc du coup, chez le gynécologue ou la sage-femme, il y a la pratique de la palpation mammaire. Et on enseigne l'autopalpation à la maison pour continuer ce dépistage. Voilà. Et on verra justement toutes ces formes de dépistage et qu'au CHR de Metz-Thionville, justement, les équipements et les innovations permettent le dépistage très très jeune. Quel est le taux de guérison un petit peu pour le cancer chez les jeunes ? On aurait peut-être tendance à dire que vu qu'on est jeune, à 20 ans, c'est peut-être plus facile de guérir, en tout cas de se remettre d'un cancer que quand on a 50 ans, 60 ans. Alors, on s'en remet mieux parce qu'effectivement, on est jeune, on est en très bon état général la plupart du temps. Après, il faut savoir que le cancer chez la jeune femme, surtout le cancer du sein, il est dépisté en général un petit peu plus tardivement parce qu'elles n'ont pas accès au dépistage systématisé comme à partir de 50 ans. Du coup, c'est dépisté plus tard, c'est pris en charge un petit peu plus tard et c'est des cancers qui sont en général plus agressifs. Donc, il faut vraiment les dépister au plus tôt pour pouvoir correctement les traiter.
Et bien justement, transition tout trouvée avec la suite de notre échange parce qu'on va le poursuivre. Mais avant, je vous propose qu'on écoute le témoignage de Caroline. Il y a 5 ans, on lui a annoncé un cancer du sein. Alors à ce moment précis, sa vie va basculer alors qu'elle doit fêter dans simplement quelques jours ses 30 ans. Elle n'avait pas pensé une minute à développer un cancer aussi jeune. Écoutez. On se demande si on va mourir. On tombe de très très haut. On se demande pourquoi nous. Et puis après... il y a le bilan des extensions, donc heureusement j'avais pas de métastase. Donc après il y a le choix de se battre ou de se laisser couler. Une fois qu'on rentre dans les traitements, il y a une routine qui se met en place et puis on se laisse guider quoi. Puis le fait d'avoir la mastectomie pour moi c'était le fait d'enlever toute la maladie quoi, toutes les tumeurs, enfin la tumeur en l'occurrence. Et le risque que ça revienne, quoi. Dans mon cas, on a commencé par une chimiothérapie, après il y a eu l'ablation, puis après la radiothérapie. Pour moi en tout cas, le plus difficile, c'était de perdre les cheveux. Parce que ça reste un aspect féminin, c'est la marque extérieure du cancer. Après, de toute façon, comme on n'a pas le choix, entre guillemets, parce que soit on fait les traitements comme les médecins nous le disent, quoi. Soit ça risque de partir un petit peu partout, de métastaser, et puis là, c'est un moins bon pronostic, quoi. Après, au niveau du cancer du sein, dans ma tranche d'âge, c'est beaucoup des cancers qui sont d'origine génétique. Du coup, on a un petit peu regardé dans ma famille, et il s'avère que ça vient du côté de mon papa. Donc les hommes peuvent aussi avoir la mutation, la transmettre de génération en génération. Et donc du coup, les hommes peuvent aussi avoir des cancers du sein. On conseille de se palper une fois par mois. Sous la douche, c'est l'idéal, d'apprendre à connaître sa poitrine pour voir si jamais il y a quelque chose qui évolue, qui est différent d'habitude, et de ne pas avoir peur de le montrer au médecin, de faire des échos, des mammos, même si on n'a pas l'âge requis pour le dépistage organisé qui est de 50 ans, quoi. De ne pas avoir peur de commencer dès l'âge adulte, dès la vingtaine. Je suis à 5 ans du diagnostic, 4 ans et demi de la fin des traitements. Donc je suis considérée comme... on rentre dans une phase de surveillance. Donc là, j'ai encore quelques rendez-vous médicaux pour terminer les 5 ans. Puis après, c'est juste s'il y a quelque chose... il faut que je continue de faire des échos de contrôle dans le cadre de la génétique. Mais après, je n'ai plus de suivi particulier en oncologie ou quoi. Et justement, son dernier rendez-vous chez l'oncologue a eu lieu la semaine passée. Voilà une histoire qui finit plutôt bien. On parle beaucoup du cancer du sein chez la femme, mais c'est important de rappeler finalement que ça ne concerne pas simplement la femme, mais les hommes peuvent être également sujets au cancer du sein. Docteur. Oui, exactement, parce que à partir du moment où on a une glande mammaire, peut survenir un cancer du sein, et ça existe aussi chez l'homme. Bon, c'est rare. C'est environ 1% des cancers du sein, donc, mais il faut savoir que ça peut exister chez l'homme, oui. On va poser justement la question à nos invités de la jante masculine. Est-ce que vous aviez cette information finalement, vous aussi, et nous aussi finalement, parce que je me considère comme vous, avec un cancer du sein, Mathieu? Absolument pas. Absolument pas. Conscient, donc votre venue sur ce plateau va être plus qu'importante pour un potentiel dépistage. Je ne pensais pas que on pouvait avoir développé avoir un cancer du sein. Un cancer du sein. Et Charlie, vous? Non plus, j'étais pas au courant. Au courant. Bon voilà, docteur, il faut faire passer justement ce message. Elle nous l'a dit justement, Caroline, que elle c'était un cancer du sein de la génétique. Est-ce que l'héritage génétique justement est un réel facteur, notamment sur les cancers? Alors oui, dans le cancer du sein, on va dire qu'il y a 50% des cancers du sein chez la femme jeune qui ont une part génétique. Donc c'est les mutations, la plupart du temps c'est BRCA qu'on recherche, 1 et 2. Voilà, donc c'est important. Enfin, de toute façon, chez la femme jeune, donc c'est la femme qu'on appelle la femme jeune, c'est avant 40 ans. Donc c'est 10% des cancers du sein, donc c'est quand même non négligeable. Et dans ça, il y aura 1 sur 2 qui sera d'origine génétique. Enfin, donc de toute façon, la consultation d'oncogénétique sera réalisée de façon systématique. Elle sera proposée. Quels sont les symptômes qui doivent justement nous alerter à se tourner finalement vers un médecin pour aller potentiellement se faire dépister? Alors, la plupart du temps, effectivement, on palpe quelque chose dans le sein, donc là, il faut aller consulter. Après, ça peut être une douleur. On dit que le cancer ne fait pas mal, c'est faux, hein. S'il y a une douleur dans le sein inhabituelle ou autre, il faut aller consulter. Et il ne faut pas hésiter à se faire prescrire une échographie mammaire. C'est un examen qui est peu invasif.
Du coup, dès qu'au moindre doute, il faut de toute façon avoir accès à ce genre d'imagerie pour dépister le plus précocement. Alors on dit qu'il faut palper le sein chez la femme. Quand on a un homme, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Quelle est la technique? Est-ce qu'il faut également palper son sein, qui est moins évident que quand on est une femme? Bah, chez l'homme, c'est plus compliqué. Alors après, c'est vraiment quand même plus rare. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de dépistage systématique chez l'homme. Mais c'est sûr, quand on voit en plus, il y a des hommes, c'est comme les femmes, hein, qui ont plus de glandes mammaires que d'autres, ce qu'on appelle, nous, la gynécomastie. Il faut quand même être un petit peu informé que toute modification de l'aspect du sein ou la palpation d'une boule doit faire consulter. Sur l'aspect plutôt visuel. Oui. Au CHR de Mercy, vous avez justement un service dédié au dépistage. C'est vrai que depuis quelques années, on voit d'énormes progrès en la matière pour aussi bien la chimiothérapie pour les traitements, mais également pour les dépistages. Vous avez justement un centre qui va être très prochainement inauguré en avant-première. On va avoir l'information, allez-y. Oui, on l'inaugure jeudi prochain. Donc on a ouvert le centre Athéna Santé Metz qui est au sein de notre hôpital, donc dans le bâtiment de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, où on peut travailler tous en étroite collaboration, et ça fait vraiment une prise en charge qui est multidisciplinaire. Donc on a au sein du centre notre radiologue, le docteur Quirin, qui réalise toute l'imagerie, tout ce qui est échographie, mammographie, IRM mammaire. On est une équipe de chirurgiens donc, spécialisés en cancérologie. On consulte tous les après-midi au sein du centre pour faciliter la prise en charge. On diagnostique quelque chose à l'imagerie. Directement, on est orienté vers un chirurgien qui peut adapter la prise en charge. Parce que dans la plupart des cas, le cancer s'est dépisté quand même tôt, grâce soit au dépistage, soit à l'autopalpation, soit à la consultation gynécologique. Et ça permet d'avoir accès la plupart du temps à une chirurgie première. Voilà, et puis on travaille tous aussi en étroite collaboration avec les oncologues, les radiothérapeutes, l'équipe d'oncogénétique, l'oncogériatrie au sein du CHR. Et tout un panel de matériel high-tech et innovant. Oui. On va justement en voir quelques-uns sur votre écran. Qu'est-ce que c'est une rémission? Est-ce finalement une guérison d'un cancer? Alors la rémission, c'est quand on a fini les traitements du cancer, on est un petit peu à distance, on fait les premiers contrôles, parce qu'après c'est des contrôles qui sont annuels bien sûr, voire même tous les 6 mois en suivi alterné. Et c'est quand on n'a pas de récidive du cancer. On dit toujours que traiter le cancer en soi, quand il est pris assez tôt, c'est pas très compliqué, parce qu'on a quand même une bonne survie, 90%, quand c'est pris tôt. Et donc le but principal, c'est vraiment d'éviter la récidive, que le cancer revienne. C'est ce qu'on dit à toutes nos patientes. Donc la rémission, c'est quand il n'y a plus de cancer, mais on continue quand même la surveillance, c'est super important. On ne l'arrête pas, hein. Et il faut maintenir. Merci beaucoup, docteur Pougevoix, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu justement à toutes nos questions. On retiendra ce message. Il faut prendre au sérieux la question du cancer, aussi bien même si vous avez 20 ans ou 25 ans ou même 30 ans, et on ne va pas tous les faire les âges, mais c'est important justement d'aller vous faire dépister. On vous rappelle, vous êtes gynécologue obstétricienne au CHR de Metz-Thionville. Est-ce que vous aimez le cinéma? Transition Ah oui, j'aime beaucoup. Vous aimez bien le cinéma? Restez avec nous, parce que toute la deuxième partie de cette émission va y être entièrement consacrée. On va en parler justement avec Charlie, Thomas et Mathieu. Mais débutons en parlant du Fudge. C'est quoi concrètement le Fudge, Charlie, toi qui es à l'organisation un peu de ce festival? Donc le Fudge, c'est le nouveau nom du film étudiant de Metz, qu'on a renommé en Festival du film universitaire du Grand Est, car on avait envie d'annoncer ce message. Maintenant, vraiment, on est ouvert à toute la région, et on a envie, pendant le temps de ce festival, du 12 au 15 octobre, de regrouper tous les acteurs étudiants et une majorité d'acteurs professionnels de la région à Metz. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de ce festival de servir un peu de tremplin pour tous ces jeunes qui souhaitent un jour, peut-être, pourquoi pas, se lancer dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma? Oui, complètement. En fait, quand on est étudiant, c'est quand même compliqué de rentrer dans le monde de l'audiovisuel ou du cinéma. Et donc, le but de ce festival, c'est d'une part diffuser leurs courts-métrages sur grand écran. Ça, on le fait depuis 2016. Et là, en fait, avec cette nouvelle édition, on a aussi maintenant cette tâche de leur donner en fait un coup de pouce, leur faire rencontrer des réalisateurs, des producteurs, pour que voilà, ils aient leur premier contact, qu'on leur donne des astuces et les manières à suivre, voilà, pour se professionnaliser. Alors tu nous le disais justement, cette 6e édition connaît de nombreux changements, avec notamment un ancrage régional extrêmement implanté. Quels sont les grands changements à prévoir sur cette 6e édition ?
Les grands changements, donc comme je te l'ai dit, donc maintenant nous avons des tables rondes dans cette édition-là. On a une table ronde pour rencontrer les structures cinématographiques de la région. Donc on accueille Imagest, l'Agence culturelle Grand Est, les kinotechniciens, la Saphir et la nouvelle association Matu. Donc c'est des associations qui accompagnent et qui représentent à peu près quasiment tous les corps de métier qu'on retrouve dans le cinéma en région. Et on a une deuxième table ronde, voilà, sur la grande question, comment faire du cinéma en région. On va accueillir plusieurs producteurs de la région. L'idée, c'est aussi de faire un lien entre ces étudiants et ce monde professionnel. Voilà, en fait, dans ce festival, voilà, il y a cette mise en lien entre les étudiants et les professionnels, mais on n'oublie pas, bien sûr, la mise en lien aussi entre les étudiants et leur public. Car vraiment, notre but, voilà, on va projeter les courts-métrages au cinéma et on aura 180 spectateurs par soirée. Une bonne première pour ces jeunes qui se lancent finalement un petit peu dans le métier. 40 courts-métrages vous ont été proposés, 15 ont été retenus pour la compétition. Quels ont été un petit peu les critères de sélection, sur quoi vous vous êtes basé? Donc en fait, pour être admis en compétition dans notre festival, il faut soit habiter en Grand Est, soit étudier en Grand Est. Il faut que le court-métrage dure 15 minutes grand maximum. Voilà, ceux-ci sont nos critères. Vous regardez quoi comme type de film? Alors là, je vais me tourner vers des réalisateurs de films. Donc Armini va nous sortir les grands Oscars. Thomas, Mathieu, c'est quoi le type de film qui vous intéresse, vous? Moi, perso, c'est plutôt thriller. Thriller. Thomas? Ouais, ça va être pareil, tout ce qui est policier, thriller aussi. Ouais. Voilà, on va vite comprendre pourquoi vous avez justement signé un thriller, une petite fiction. Docteur, vous, c'est quoi le film que vous allez voir au cinéma? Oui, moi je suis très thriller aussi. Thriller. Ouais. D'accord. Bon, j'espère que vous avez du thriller dans votre festival parce qu'il va falloir ramener nos invités. Charlie, on a quoi comme thème à peu près sur ces courts-métrages? On a de la fiction, du thriller? Franchement, on a vraiment de tout. C'est la première édition, en tout cas, on a quasiment une moitié de fiction et une autre moitié composée d'animation et de documentaire. Donc c'est vraiment très intéressant pour avoir un large éventail de la créativité étudiante. Et aussi, vous allez pouvoir retrouver pas mal de thrillers pendant notre projection rencontre Focus Film Grand Est. Et donc on va avoir un réalisateur alsacien et un réalisateur belge qui vont venir présenter leur court-métrage. Et justement, on va parler de la programmation parce que le festival commence demain, il se poursuit jusqu'au 15 octobre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur ce festival, les temps forts à ne pas manquer? Donc les temps forts, mercredi 12, donc le début du festival, à l'Agora, ça sera la soirée hors compétition. On va retrouver des films d'anciens étudiants et aussi celui du prix du jury de l'année dernière. Jeudi, vous allez retrouver à 17h à la fac d'Arlette-Rélangue, donc la première table ronde. Le soir, la projection rencontre pro. Enfin, vendredi soir au Cinéma Club à 19h, ça sera la première soirée compétition. Le samedi, l'après-midi à 14h, on aura la deuxième table ronde avec les producteurs. Et le samedi soir, on aura la deuxième partie des courts-métrages en compétition, suivie de la remise des prix au Cinéma Club. Et la remise des prix qui se fera finalement avec un jury d'exception, parce que ce festival se veut professionnalisant, on l'a bien compris. Alors forcément, les jurys, eux aussi, sont très professionnels. Qui sont ces jurys pour cette 6e édition? Donc, la présidente du jury, c'est Nina Robert, qui est réalisatrice documentaire. Nous avons Christophe Berthaud, qui est acteur. Nous avons Aurélie Palovic, qui est aussi actrice et présidente de la nouvelle association Matu Vu. Nous avons Théo Basson, qui est sound designer. Et enfin, Gaëtan Janson, qui est le prix du jury de l'année dernière. Car en fait, quand vous gagnez le prix du jury, vous avez accès du coup à participer au jury de l'année d'après. Bon voilà, tout est dit pour cette 6e édition du FUDGE, le festival du film étudiant universitaire du Grand Est. Merci infiniment Charlie, on va poursuivre finalement notre échange parce que eux, ils ne diffuseront pas leur long métrage lors de ce festival, mais ils espèrent bien le diffuser au cinéma, en tout cas les cinémas de la région. Bonjour à vous deux, Mathieu, Thomas, merci d'être avec nous. Alors Thomas, tu étais déjà venu dans 100% Jeunesse pour nous présenter le Highwayman. Aujourd'hui, tu reviens avec ton assistant réalisateur pour nous présenter Highwayman Bloodlust 2, deuxième version, qui sort le 19 octobre prochain, ce dimanche, au cinéma à Sarreguemines. Et c'est un peu finalement le retour des gangsters, non? Raconte-nous, c'est quoi ce résumé? Ouais, c'est ça. Alors, je te reprends juste parce qu'il sort le 16 octobre. Ah, le 16 octobre. Dimanche 16 octobre, ouais. Un petit décalage avec mon planning, ça se passera bien au cinéma de Sarreguemines. Exactement. Et donc, c'est un peu le retour des gangsters. C'est ça. C'est la suite du premier court-métrage qu'on avait tourné l'année dernière. Et en fait, cette année,
coup de bol. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a pris une ampleur assez folle. On avait prévu de réaliser la suite en 30 minutes et puis finalement on se retrouve avec un long métrage de 1h10. Donc ouais, c'est assez fou. On est totalement sur une autre dimension que le premier. On va justement aborder tous ces aspects totalement modifiés pour cette version 2. Il faut bien dire qu'on est obligé d'avoir vu la première version pour voir ce long métrage. Alors oui et non. Pour la simple et bonne raison qu'au final on résume quand même pas mal de choses, on répond à pas mal de questions. Donc on peut voir le film à part entière. C'est toujours bien d'avoir vu le premier avant, mais on peut très bien le regarder sans avoir vu le premier. Ouais. Bon, bah donc plus aucune excuse pour ne pas aller le voir au cinéma le 16 octobre. Et nous, justement, on va vous proposer de regarder un court extrait en exclusivité. Regardez. C'est comme si j'avais tué ma propre sœur. Arrête. Tu as juste rendu justice. Alors pourquoi je rêve que je tue ma sœur chaque nuit si j'ai rien à me reprocher? Enfin bref. Regarde ce que j'ai trouvé au village. 6 mois après, les criminels courent toujours. Bon, on est totalement sur une autre dimension de la première version. Racontez-nous un petit peu les coulisses. Quelle était un petit peu l'ambiance sur le lieu de tournage? Parce qu'on a totalement doublé les effectifs. Les équipes, elles étaient une trentaine sur le terrain. Racontez-nous un petit peu cette ambiance auprès de vous pendant ces longs mois de tournage. Comment que ça s'est passé? Ben, en fait, on a commencé le tournage en janvier, on a fini le tournage en juillet. Et en fait, on tournait tous les week-ends. Donc ouais, c'était une bonne ambiance. Il y a eu des complications, évidemment. Mais C'est pas marrant, sinon c'est un petit peu les aléas du direct. Voilà, c'est ça. Finalement, voilà, on a toujours su répondre aux problèmes qu'on avait. Donc non, ça s'est bien passé en règle générale. Non, c'était vraiment une bonne ambiance. Franchement, tout le monde était investi. C'est cool. Quand on est jeune et qu'on veut justement se lancer dans le cinéma, comme vous, où on va pouvoir aller chercher toutes ces ressources vives au niveau professionnel, mais aussi au niveau financier, c'est extrêmement important d'être super bien équipé quand on tourne un tel film. Alors il est possible pour ça d'aller voir des régions, tout simplement. C'est ce que vous avez fait? Tout à fait. Des entreprises spécialisées dans l'audiovisuel. Et voilà, c'est ce qu'on a fait avec Thomas. Et puis on a apporté un support technique et matériel à ce niveau. Alors je le disais, on est totalement sur une autre dimension au niveau de ce long métrage, notamment parce qu'on a de la construction 3D également qu'on va pouvoir découvrir. Quels sont un petit peu les avantages d'un tel dispositif dans un long métrage? C'est extrêmement innovant. Ouais, complètement, parce qu'en fait, c'est vrai que la 3D, maintenant, on s'oriente vraiment vers du cinéma 3D, plein de films qui sortent, à chaque fois on voit beaucoup de 3D. Et là, en fait, ça ajoute vraiment un contenu plus professionnel, je dirais, notamment aussi au niveau du mixage, de la colo. Enfin, c'est des éléments qu'on prend en compte, et puis finalement, on les mixe, et puis après, on arrive à avoir un rendu assez professionnel, ouais. Mais j'imagine que sur le lieu de tournage, il faut réfléchir à tout en amont, surtout quand on sait qu'on va y incruster des éléments en 3D, Mathieu. Exactement, il faut se projeter déjà lors de la captation. Et après, comme le dit Thomas, ça prend totalement une autre dimension. Ça fait réfléchir et ça fait ouvrir peut-être les yeux sur ces effets spéciaux, parce que là aussi, on a un petit peu de sensation dans votre long métrage, c'est important de le souligner, et les effets spéciaux sont extrêmement nombreux pour cette nouvelle version, en tout cas cette V2. Alors effectivement, on a quelques effets spéciaux, des muzzle flash, donc des coups de feu, on a du sang aussi, des projections de balles. Après, on a toutes des retouches techniques à faire au niveau des tremblements, etc. Donc, on ajoute aussi de la texture via des modèles 3D qu'on inclut. Quel est l'effet spécial qui vous a vous-même impressionné? Sans nous dire tout sur le tournage, allez-y. Alors, l'effet spécial qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est au tout début du film. Parce que justement, après la séquence qu'on a vue précédemment, en fait, on a le générique qui arrive. Et en fait, là, c'est vrai que Florian, qui était justement en charge des effets spéciaux, nous a pondu quelque chose qui est assez remarquable. Et donc, ouais, je pense que c'est celui-là qui fait vraiment le tout, quoi. Un long métrage également qui a traversé l'Atlantique, parce que la colorimétrie, alors tu vas nous dire, Thomas et Mathieu, qu'est-ce que c'est exactement la colorimétrie, mais cette colorimétrie va être faite à l'autre bout de l'Atlantique, aux États-Unis. Ça donne une autre dimension encore plus professionnalisante de votre travail.
Exactement. En fait, c'est vrai que la colorimétrie, du coup, Mathieu l'expliquera après. On l'a envoyé outre-Atlantique. Elle est partie aux États-Unis. Et en fait, donc c'est quelqu'un qu'on connaît là-bas qui travaille du coup pour des professionnels américains. Et en fait, on lui a envoyé le film. Il a tout de suite accepté. Et on est revenu avec un film quelques mois après, avec une colo. On n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, c'est fou. Bon, on a hâte de découvrir. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la colorimétrie, Mathieu? Alors déjà, il faut prendre conscience que lors de la captation, il faut filmer, si on veut avoir un résultat assez sympa, un profil d'image type assez flat, on dit ça dans le milieu, où derrière, on va retravailler la teinte, on va ressortir les ombres, on va retravailler les hautes lumières et surtout après rajouter un aspect plus cinématographique. Alors, si vous aviez 30 secondes, les garçons, pour nous donner justement envie d'aller voir le 16 octobre prochain au cinéma de Sarreguemines et un peu partout dans la région, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, votre film, ce serait lequel ce message? La caméra, je pense, est juste en face de vous. Allez-y. Alors, je vous invite à aller voir Highwaymen Blues au cinéma parce que c'est un projet qui a été fait par une équipe de passionnés et on va essayer de se diversifier au maximum et de vous faire une projection des plus dignes. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment les garçons, merci à l'intégralité de mes invités. On le rappelle, le Fudge, ça commence demain et ça se poursuit jusqu'au 15 octobre et c'est pour tout le monde et c'est au grand public. Merci infiniment également docteur. On le rappelle, le dépistage et le cancer, aussi bien le cancer du manière générale, mais le cancer du sein, c'est très tôt qu'il faut s'en préoccuper dès la vingtaine et il ne faut pas attendre 40 ans ou 50 ans. Merci à vous également pour votre fidélité. Prochain rendez-vous ensemble, ça sera dans 15 jours, le mardi 25 octobre, dès 19h sur Moselle TV et dès 19h30 sur Vosges Télévisions. Excellente soirée et excellente poursuite sur vos antennes régionales. À très vite, salut.